Bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour la discussion d'aujourd'hui. Notez qu'il y aura interprétation vers le français et l'espagnol. Si vous regardez au bas de votre écran Zoom, vous verrez une petite icône en forme de globe qui dit interprétation. Cliquez sur cette icône et sélectionnez le langage de votre choix. Donc, cela permettra d'écouter en français et en espagnol ainsi qu'en anglais sur le canal principal. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou bien lever la main en utilisant la fonction appropriée sur Zoom. Nous devrions avoir une discussion très intéressante et nous espérons que cela va vous intéresser. Je suis Dr Zipporah Gatuya. Je suis anesthésiste pédiatrique à l'hôpital de Nairobi au Kenya et je suis membre du conseil consultatif médical SmileTrain. Je suis la secrétaire du comité sur le leadership pour l'initiative mondiale pour les opérations pédiatriques. Je vais vous présenter tous les orateurs d'aujourd'hui et ensuite nous commencerons. Alors, sans ordre particulier, nous accueillerons le Dr Susana Abrego, qui est anesthésiste pédiatrique à l'hôpital pour enfants Benjamin Bloom. Elle est chef du service anesthésie au Salvador. Elle est également une des leaders pour la réflexion Livebox sur l'oxymétrie et sur la sécurité dans les blocs opératoires. Dr Reshma Ambuka est professeure d'anesthésiologie. Elle est basée à Mumbai, en Inde. Et elle a participé à la rédaction du rapport péropératoire COVID-19 dont nous allons parler aujourd'hui. Notre prochain invité est le docteur Nina Capocici. Elle travaille au sein du programme SmileTrain et fait partie des managers. Elle est également en formation. Elle est basée au Bénin et elle est membre associé de Livebox. Elle a également contribué au groupe de travail sur ce rapport péropératoire COVID-19. Merci Nina de te joindre à nous aujourd'hui. Ensuite, nous accueillerons Dr Chifamba. Elle est consultante anesthésiologiste à l'hôpital central Salim Mugabe au Zimbabwe. Elle a également joué un rôle de leader au sein du domaine de gestion de la réponse au COVID-19 et elle a joué un rôle important aussi au sein de Livebox. Nous accueillons également Monsieur Mohamed Moubarak. Il est infirmier anesthésiste et chef d'anesthésie à l'hôpital Edna en Somalie. Il est également manager du programme Samson. Et il fait partie des formateurs pour le programme Livebox en Somalie. Nous accueillerons également Nicole Starr. Le Dr Starr est membre de Livebox et en résidence au CHU de l'Université de Californie à San Francisco. Elle a joué un rôle important dans l'équipe de recherche qui a préparé ce rapport sur les conditions péropératoires COVID-19. Nous avons hâte d'en apprendre plus sur ce travail que vous avez réalisé.
Merci beaucoup, docteur Katia. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très intéressés d'avoir l'opportunité d'avoir cette discussion et de partager les résultats de notre étude. Je voudrais utiliser quelques minutes pour vous présenter les bases de notre étude et surtout certains des résultats que nous avons obtenus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez un condensé schématique de nos résultats. Tous nos participants à travers le monde le savent. Nous pouvons voir que cette pandémie a eu un impact significatif sur les volumes opératoires au niveau mondial. Dans les pays aux revenus, il y avait possibilité de décaler ou de reprogrammer les opérations, mais dans les PFR, il était plus difficile de gérer ce problème et de fermer des blocs opératoires ou de reconditionner des blocs opératoires pour pouvoir accueillir des patients affectés par la pandémie. Donc, toute l'équipe médicale a continué à travailler dans les blocs opératoires pour mener à bien ces opérations. Cependant, il y a des problèmes de pénurie chronique de pays. Nous soupçonnions que les ressources étaient en fait encore plus limitées que ce qu'on ne pensait et que ça crée un environnement peu sûr. Donc notre groupe au sein de Lifebox, ainsi qu'avec SmileTrain et nos autres partenaires, ont conçu une liste de vérification au début de la pandémie pour constituer un outil fonctionnel pour les blocs opératoires. Cependant, nous ne savions pas vraiment si les personnel pouvait réellement appliquer cette liste de vérification. Donc, en collaboration avec Lifebox, SmileTrain et Japango, nous avons mené une enquête au niveau mondial, à la fois auprès des établissements et des personnels pour évaluer la disponibilité des ressources et des protocoles pour empêcher la dissémination du virus. Nous avons pu collecter 230 hôpitaux et plus de 560 praticiens cliniques à travers le monde. Et vous avez nos résultats à l'écran. Et c'est intéressant de voir le contraste entre les réponses des institutions et des praticiens. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir un panorama plus clair et de recommander des pratiques et des stratégies adaptées. Pour ce qui est des matériaux et des ressources, plus de la moitié des hôpitaux avaient des problèmes pour sourcer les filtres antiviraux. Et ils ont signalé des pénuries modérées à importantes et une proportion importante, 26%, n'avaient aucun filtre antiviraux. Environ 12% n'avaient pas d'oxymètre de pouls. Pour les salles d'op, par contre, 34% en manquaient pour les salles de récupération. On a noté également que les EPI de base, tels que masques et protection oculaire, manquaient dans 42% selon le personnel. Et une proportion importante, 31%, des praticiens ont dû s'acheter leur propre équipement. Une certaine proportion dans les PFR ont dû reconditionner et traiter les produits avec différentes méthodes, mais plus ou moins limitées, et certaines méthodes auxquelles ils ont recours, telles que l'alcool ou le nettoyage avec du savon, affectent l'efficacité des EPI. 63% des personnels sondés n'avaient pas reçu de formation appropriée sur l'enlèvement ou la mise de l'équipement. 72% nous ont signalé que les protocoles ne sont pas suivis pour éviter les risques d'infection. Évidemment, une proportion importante des personnels médicaux ont affirmé qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Un tiers. Parmi ce tiers de personnes concernées, 68% sont préoccupés. Ils ont peur de contaminer des collègues, leur famille ou eux-mêmes. Ils ont peur de ramener la maladie à la maison. Il y a eu on a noté que les personnes qui ont une meilleure formation et un accès au protocole se sentent un peu plus en sécurité.
Donc, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ces cadres, ça n'est rien de nouveau pour vous. Cependant, nous sommes dans l'obligation en tant que groupe travaillant au niveau international de trouver une stratégie. Chaque vie est précieuse, chaque collègue compte. Il faut donc mettre en place des stratégies. Alors, nous aimerions savoir en quoi ces données et ces résultats représentent une réalité dans votre cadre. Donc, merci bien. Je vais maintenant donner la parole à notre présidente. Merci beaucoup, Nicole, pour votre présentation. Est-ce que tout le monde avait accès au matériel nécessaire et de cette présentation sur justement les ressources, le matériel? Et nous allons discuter plus précisément de cela maintenant. Avec Dr Shifaba, Moubarak et Shifamba. Chacun d'entre eux va vous en parler pendant 3 minutes et ensuite nous allons discuter plus précisément de tout cela et discuter des ressources qui sont disponibles. Donc, Dr Shifamba, nous pouvons commencer avec vous. Merci beaucoup, Zipi. Bonjour à tous à travers le monde. Je viens du Zimbabwe et je travaille dans l'un des premiers centres hospitaliers du pays. En termes de matériel et de ressources, nous avons mis en place des stratégies Nous avons certains tests qui peuvent être mis en place, mais pas tous. Mais on a moins de possibilités d'avoir accès à ces tests dans les salles de réveil. Et donc les patients, souvent, ont dû rester plus longtemps en salle d'opération parce qu'il n'y avait pas de place en salle de réveil. Parfois, ils ne sont même pas passés par la salle de réveil parce que nous n'avions tout simplement pas d'oxymètre de pouls disponible dans les salles de réveil. En ce qui concerne EPI, on en a entre 19% à 70% en fonction des centres. Et ce que l'on a constaté, c'est également la distribution des EPI à travers le pays n'était pas équilibrée. C'était plutôt les gros centres qui en avaient accès. Beaucoup plus que les petits centres ruraux. Et au sein de l'hôpital également, nous avons constaté que la maternité ou les unités Covid, entre autres, avaient plus accès aux EPI que d'autres unités au sein de l'hôpital. Moi, quand je vais en salle d'opération, je prenais mes équipements, je me lavais les mains, j'entrais en salle d'opération. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il faut que vous alliez dans un bureau, que vous essayiez de récupérer les équipements nécessaires, etc. Ici également, l'autre question, c'est que nous n'avons pas suffisamment de masques de bonne qualité. Souvent, quand je suis sur le point d'entrer en salle d'opération, je regarde le masque et je me dis mais c'est pas un masque chirurgical ça. Et effectivement, je regarde la boîte et je dis mais non, c'est pas un masque chirurgical ça. Donc la qualité est un vrai problème. Parfois, ils ne sont pas du tout adaptés à nos visages. Au début de la pandémie, tout type de pays était important.
Mais aujourd'hui, on constate que la qualité est importante. Il y a aussi des entreprises euh, qui produisent des équipements, des vêtements de sécurité ou d'autres types de pays. Nos universités, les fonds maintenant, elles ne viennent plus de l'extérieur, elles sont produites localement dans nos universités, par exemple nos pyjamas, etc. Et puis, il y a également des organisations locales qui se sont rendues partenaires pour nous fournir des EPI. La question pour notre production locale de EPI, je pense qu'il faut qu'elle continue, certes, mais il faut également que nous continuions à nous approvisionner à l'extérieur pour avoir des EPI de grande qualité, afin de pouvoir mettre en place une utilisation optimale de l'EPI et être parfaitement protégé aux standards les plus élevés. Merci beaucoup. Merci, Nati. C'était un très bon résumé, tant des défis qui sont posés, mais également des éléments positifs auxquels vous avez pu faire face. Donc, je vais maintenant demander à Dr. Susanna Abrego de parler de son environnement. Merci beaucoup. Bonjour à tous à travers le monde, où que vous soyez. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Et merci à Livebox de mettre en place ce webinaire qui est très intéressant pour tous. Je suis anesthésiste pédiatrique et je travaille dans un hôpital pédiatrique, le seul du Salvador, le seul du pays. Le Salvador est un petit pays en Amérique centrale. Donc, nous étions un pays qui était déjà en plein travaux et l'épidémie nous est tombée dessus. Et notre hôpital fonctionne différemment d'autres hôpitaux, car il y a beaucoup de petits hôpitaux dans notre pays, mais chaque petit hôpital a des problèmes similaires. Lorsque la pandémie est arrivée, comme partout dans le monde, la vie s'est arrêtée et beaucoup de procédures, de choses ont dû changer. La question des équipements de protection, les EPI, s'est posée. Au début de la pandémie, il y en avait dans les grands hôpitaux, mais pas dans les petits hôpitaux. Et je suis désormais la présidente de l'Association des anesthésistes du Salvador. Et on s'est occupé de cela. On a appelé chaque collègue dans l'ensemble des hôpitaux du pays pour leur demander s'ils avaient accès à un EPI correct et quelle était leur expérience par rapport à ces EPI. Et l'expérience était très différente d'un endroit à l'autre. Certains pays, dans certains hôpitaux, ils n'ont absolument aucun équipement du tout. Ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont, avec des masques, des N95 de très mauvaise qualité ou FFP2. Mais ils doivent continuer à
s'occuper du patient. On ne peut pas dire non à cela, on doit le faire, prendre soin du patient. Et il faut que nous les opérions, il faut que nous en prenions soin après en soins intensifs, il faut qu'on les intube. Il n'y a que 170 médecins anesthésistes au Salvador, mais nous avons également des infirmiers anesthésistes. Et nous avons besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir prendre soin des patients atteints de la Covid. Mais nous avons des problèmes de pays. Parce que les petits hôpitaux n'ont reçu les EPI qu'au bout de 2-3 mois après le début de la pandémie. Ensuite, nous avons dû travailler comme ça dans mon hôpital parce qu'ici, nous avons les équipements, des équipements de qualité, ça va. Nous avons aussi également reçu des protocoles pour savoir comment s'y prendre dans les salles d'opération, comment mettre et enlever les EPI correctement. Mais nous n'avons pas eu d'actualisation de ces protocoles. Nous lisons ce qui se fait dans d'autres pays, mais dans notre pays, il n'y a pas eu officiellement de mise à jour de ces protocoles sur l'utilisation des EPI. Et c'est ce que nous demandons à nos autorités. Nous voudrions que le protocole soit mis à jour. Et je pense que l'une des choses les plus compliquées, c'est que nous sommes fatigués. Le personnel soignant est fatigué. Et parce que tout le monde peut être positif au Covid et le bien souvent sans symptômes. Et nous devons faire attention de bien utiliser les EPI. Et au bout de 8-10 mois, il faut que nous continuions encore et nous sommes fatigués. Nous espérons que certaines entreprises ici au Salvador vont pouvoir fabriquer des EPI parce que c'est un problème mondial. C'est le cas aux États-Unis, en Espagne. Ils ont de l'argent pour acheter ces EPI. Et nous ne pouvons pas en faire autant parce que nous sommes un pays plus pauvre. Mais 76 médecins sont décédés d'ici à janvier 2021. Beaucoup de personnes, de personnel soignant sont décédés de la Covid. Et l'une des grandes difficultés, comme dans beaucoup de pays, bien sûr, c'est la question de la santé est devenue une véritable question politique. Merci, Susanna. Merci. Merci pour votre honnêteté et merci d'avoir partagé votre expérience. Notre dernière intervenante pour cette question est Monsieur Mohamed. Vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. Je suis Moubarak Mohamed et je suis infirmière anesthésiste en Somalie. Pendant la pandémie, nous avons été confrontés à de nombreux défis. Le manque de pays, le manque de N95. Nous avons aussi été à court de produits d'anesthésie et aussi de praticiens de l'anesthésie.
puisque beaucoup de personnels ont été touchés par la pandémie en raison du manque de pays et de masques N95. De plus, nous avons un problème similaire, il n'y a pas de production de pays en Somalie. Il y a des masques, mais pas assez. L'année dernière, en septembre, nous avons eu un problème de ressources matérielles. Et il se pose toujours la question des patients qui sont accueillis à l'hôpital et pourraient être positifs sans qu'on le sache. Donc, nous essayons de décaler certaines opérations si possible, mais c'est un défi. Parce les opérations non urgentes ne peuvent être décalées qu'un certain temps. Nous avons reçu des donations de pays et de masques N95, mais la pénurie demeure. Nous sommes même à court de gel hydroalcoolique ou de produits désinfectants. Donc voilà l'expérience à laquelle nous sommes confrontés dans le domaine de l'anesthésie, dans certains hôpitaux. De plus, certains hôpitaux ont une capacité limitée. Ils ne peuvent pas mener les soins péropératoires et c'est en raison de ces pénuries de pays et de masques. Voilà la situation. Merci Moubarak. Merci de partager vos expériences. Notre prochain point abordera la question de la décontamination et de la réutilisation de pays. Après cette brève discussion sur pays et décontamination et réutilisation, nous aimerions donner la parole au public, peut-être inviter à des commentaires ou des questions. Et donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à lever la main avec la fonction lever la main de Zoom ou bien poster vos questions sur le chat. Mais commençons cette nouvelle section. Commençons avec Dr. Rishma Amboka. Pourriez-vous nous expliquer comment ça se passe pour la décontamination, la réutilisation? Quelle expérience avez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous et qu'est-ce qui s'est avéré utile dans ce processus? Dr. Amboka, vous avez la parole. Merci. Oui, je travaille au, à l'hôpital de Mumbai. Nous avons été confrontés à une pénurie de pays et de masques parce que essentiellement les masques et EPI n'étaient pas disponibles. On ne pouvait pas se les procurer. Donc il y avait un déséquilibre entre ce qu'on recevait et ce qui était nécessaire. Ça nous amenait à essayer de trouver des alternatives pour faire face à ce besoin. Ce que nous avons fait tout d'abord, c'est que nous avons réutilisé. Donc, chaque personnel de santé a reçu des masques N95 et donc 5 masques et 5 sacs papier. Et donc, chaque masque est utilisé puis mis de côté uniquement pour les patients dont on pensait qu'ils étaient négatifs. Si on soupçonnait que les patients étaient contaminés, alors dans ce cas-là, le personnel de santé avait priorité pour l'accès aux EPI. Il y a également eu des stratégies, des protocoles pour enlever et mettre les EPI. Cependant, nous avons été confrontés à la problème des opérations urgentes ou semi-urgentes. Nous avons
Nous avons eu des patients avec un certain nombre de problèmes. Et nous avons travaillé avec un centre de recherche qui collabore avec Livebox pour développer une procédure de décontamination en utilisant une exposition à la chaleur de 80 degrés pendant 30 minutes, puis ensuite c'était séché. On a constaté que l'efficacité et la sécurité du masque n'étaient pas compromises, donc ça a été utilisé, cette méthode à la chaleur. On a employé ça pendant quelques mois jusqu'à ce qu'on puisse remédier à cette pénurie. 2 mois. C'est ce que nous avons utilisé pendant 2 mois. Mais après, on a pu retrouver des fournisseurs et pouvoir donner des N95 au personnel de santé. Alors, est-ce qu'on a dû acheter nos propres EPI en tant que praticien? Oui, un certain nombre de médecins et de personnel hospitalier ne se sentaient pas en sécurité avec cette réutilisation des équipements. Donc, ils ont dû acheter leurs propres équipements et ils étaient très anxieux, très préoccupés et ils n'avaient pas vraiment foi dans ces techniques et dans leur fiabilité. Donc, il y a eu une période pendant laquelle beaucoup de docteurs ont acheté des N95 de leurs propres deniers. Je dirais qu'environ 50% du personnel médical utilisait les équipements fournis par l'hôpital et 50% achetaient leurs propres ressources par crainte. Et après 1 mois et demi, 2 mois, on a pu récupérer, après 1 mois et demi, on a récupéré les stocks. Donc, cette pratique de l'achat complémentaire a pu être évitée. Mais je suppose que si vous avez les moyens d'acheter des N95, vous vous sentez plus en sécurité d'en utiliser un nouveau plutôt que de réutiliser un masque déjà employé. Merci Nicole. Merci d'avoir partagé cette situation, les innovations et comment vous avez fait face à la situation et surtout aux pénuries. Notre prochain orateur pour cette section sera Nafi. Notre président de séance aussi, Dr Gatouya, va partager sa perspective. Merci Nicole de m'avoir remplacé au pied levé. Alors, Dr Chifamba, pour nous et pour nos blocs opératoires dans les services Covid, nous n'avons pas réutilisé, nous avons évité la réutilisation de N95. Cependant, dans d'autres départements de l'hôpital et dans d'autres hôpitaux, nous avons observé que certains praticiens étaient obligés de réutiliser, en particulier les masques chirurgicaux, lorsqu'ils procédaient aux autres opérations de routine. En particulier quand il y avait des déplacements médicaux. Dans un centre rural, l'infirmière de service qui était chargée de l'accouchement n'avait qu'un masque en tissu. Dans un autre service, l'infirmière de service avait un masque qui avait été lavé et repassé un certain nombre de fois. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que la qualité des EPI dans les centres médicaux ruraux ou dans les hôpitaux ruraux n'était pas du même standard que ce qu'on trouve dans les hôpitaux urbains. Donc, je ne sais pas comment les EPI peuvent être acheminés correctement vers ces centres médicaux plus éloignés. Un autre point significatif en termes de réutilisation, c'est par exemple la réutilisation des tabliers, des bottes, des blouses qui sont lessivées, de même que c'est pour les pyjamas et les tabliers en plastique.
Donc, le nettoyage est opéré avec une solution de 0,5% de nitrochloride, mais beaucoup de nettoyage se fait tout simplement à domicile. Quand je discute avec des amis, certains m'ont affirmé qu'ils ont simplement suspendu ou aéré leurs vêtements et attendu pour les réutiliser. Et en faisant confiance à la chaleur brûlante du soleil d'Afrique pour se débarrasser des microbes et du virus. Est-ce que j'ai foi dans ce processus? Eh bien, quand on nettoie les matériaux réutilisables avec la solution de 0,5% de désinfectant que j'ai mentionné, en raison de la pandémie, nos fournisseurs ont changé et la solution d'hydrochlorure n'est pas forcément fiable. Donc, selon le fournisseur de solutions nettoyantes, est-ce qu'on a vraiment la bonne qualité de désinfection? Est-ce que les données du coup sur la sécurité sont fiables? Ce n'est pas sûr. De plus, pendant cette pandémie, on a en fait, au début de la pandémie, on a vu que tout le monde voulait un équipement complet. C'est ce qu'on a vu à la télé. C'est ce qu'on a retenu des webinaires avec la Chine. Mais à mesure que les gens ont pris plus confiance en eux, qu'il y ait plus de formation, les gens ont réalisé qu'il pouvait y avoir une approche plus rationnelle à l'utilisation des EPI pour se protéger et pour protéger l'intégrité des EPI. Nanti, je dois vous interrompre. Oui. Nous reviendrons à vous avec les questions. Nicole? Oui, Nicole, à vous. Oui, bien sûr. Merci à toutes les personnes qui m'ont présenté leur expérience jusqu'à présent. Vous savez, les personnes qui travaillent dans des pays aux revenus élevés et qui ont pu mettre en place des procédures basées sur des preuves pour la décontamination des pays, nous avons remarqué qu'il y a une véritable asymétrie et une confusion sur les différentes méthodes à utiliser pour l'utilisation de certaines EPI ou pas d'autres, ou la réutilisation de certaines EPI. Et c'est un petit peu un mélange dans tous les sens à ce niveau-là. Comme on l'a mentionné précédemment, il y a certains EPI comme par exemple les Kazakhs, les bottes, etc., qui peuvent être nettoyées et désinfectées, réutilisées sans aucun problème. Alors, c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça fonctionne mieux que dans d'autres. Et d'ailleurs, dans certains pays, on est meilleur à pouvoir réutiliser les EPI correctement que dans les pays développés où on peut juste les jeter et en reprendre des nouveaux. Mais il y a aussi certains pays où il ne faut pas réutiliser, sinon c'est trop dangereux, ou alors avec des procédures qui ne sont pas bonnes, comme par exemple juste attendre une journée, ou bien les passer au soleil, ou utiliser vraiment de nombreuses fois le même masque. Tout cela n'est pas sûr, tout cela n'est pas une bonne méthode. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de clarté sur les informations qui sont diffusées par rapport aux méthodes de réutilisation des EPI, celles qui sont correctes et celles qui ne sont pas correctes. Et en particulier pour les masques chirurgicaux et les N95 FFP2. Il faut que les spécificités de ces méthodes soient vraiment très claires et soient plus détaillées, je suis d'accord. Merci beaucoup, Nicole. J'aimerais demander au public savoir s'il y a des questions spécifiques. Sinon, nous pourrons passer à la question suivante. Nous voulons savoir
quel était le rationnel, la logique derrière l'utilisation des EPI? J'ai une question par email. Qu'est-ce que vous pensez de la réutilisation des N95? À cause du prix de ces masques, de nombreuses personnes dans le public a réutilisé des N95 ou des FFP2. Ils aimeraient savoir combien de fois ils peuvent le réutiliser de manière sûre. Si vous avez quelque chose à dire, allumez votre micro et parlez. Je vais répondre à celle-là. Alors, les preuves disent au niveau de la réutilisation, indiquent que attendre 5 à 7 jours à température ambiante est efficace pour réduire la charge virale contenue dans le masque. Donc, si vous faites attendre vos masques, que ce soit des masques chirurgicaux ou des N95, dans un conteneur fermé pendant 5 à 7 jours, alors vous pouvez le réutiliser. Pour les N95, ils ont tendance à se déformer quand on les enlève tout le temps. Donc, si vous utilisez cette technique, vérifiez bien que le masque est bien posé sur votre visage. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a un problème d'étanchéité, arrêtez de l'utiliser. Merci beaucoup, Nicole, pour cette question. Est-ce que, Elisabeth, vous vouliez demander quelque chose, je crois? Oui, j'ai demandé combien de fois on pouvait réutiliser un N95 et également à quel point c'est sûr de réutiliser un N95. Maintenant, je voudrais vous demander, l'expérience que vous avez eue dans ces zones rurales, où il n'y avait pas d'autres options que de réutiliser et réutiliser encore ces protections. Vous nous avez dit que 50% des médecins pouvaient acheter leur N95 et les autres ne pouvaient pas. Est-ce que vous avez vu une différence dans le taux d'infection de ce personnel soignant entre ceux qui pouvaient acheter leur masque et ceux qui ne pouvaient pas acheter leur propre masque et qui devaient réutiliser les masques qui étaient existants ou bien utiliser d'autres formes de pays? Ou est-ce que vous n'avez pas la réponse à cette question encore? C'est une question générale. Est-ce que vous avez vu plus de Covid chez les personnels soignants dans les zones rurales que dans les villes, par exemple? Peut-être que Nicole pourrait répondre à cette question. Ou Rich aussi. Rich, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. En termes de l'étude, nous n'avons pas mesuré cela spécifiquement. Donc, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus. Mais Reshma, j'aimerais votre avis sur la question. Hello, oui. On peut vous entendre? Non, nous n'avons pas mesuré la contamination par la Covid de nos personnels soignants. Mais 90% des personnes n'étaient pas atteintes dans les villes, chez le personnel soignant. On essaye d'avoir des données sur l'utilisation des N95 et des EPI. Nous avons fait que des petites études pilotes pour l'utilisation des N95, mais c'est les seules études que nous avons effectuées.
Mais c'est difficile parce qu'on était à une période où la relation entre l'offre et la demande n'était pas du tout proportionnée. Donc, c'est difficile de répondre. Et j'espère que j'ai quand même répondu à peu près à la question. Vous vouliez dire quelque chose? Peut-être que Nina, vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, merci. Reshma a raison, je pense. Quand il s'agit de mesurer la contamination par la Covid entre la ville et la campagne et le nombre de personnels soignants affectés, nous n'avons pas effectué ces recherches. C'est plutôt concentré sur est-ce que l'utilisation du N95 réduisait la contamination par rapport au masque chirurgical. Donc, c'est plus les données que l'on a recherchées plutôt que la différence entre la ville et la campagne. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part du public? Je crois que l'on a perdu Faye. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question ou un commentaire? Moi, j'ai un commentaire sur la question des centres ruraux par rapport aux centres urbains et de savoir s'ils sont plus affectés. Je crois que dans notre pays jusqu'à présent, je crois qu'il y a 1300 personnels soignants qui ont été infectés. Et lorsqu'on regarde les statistiques et qu'on les réduit par province, les provinces les plus métropolitaines, les plus urbaines, ont le plus grand nombre de personnels soignants affectés. Et lorsque l'on regarde dans la population en général, c'est également dans les deux grandes villes, plus grandes villes, qu'il y a le plus de personnes infectées. Voilà, merci. Cette question a été posée. Quels systèmes ont fonctionné pour mettre en place des protocoles et sur l'utilisation de l'EPI? Et je pense que quelqu'un de terrain pourrait répondre, ce serait plus approprié. Certains employés se plaignent de la quantité de pays qui est utilisée. Peut-être que Reshma, vous pouvez répondre à celle-là. Je n'ai pas vraiment compris la question d'Inoti. Quels systèmes ont été utilisés pour les personnes qui réutilisent, régulent l'utilisation des EPI? Et comment réguler la quantité d'EPI utilisée afin de ne pas se retrouver sans EPI? Une des choses qui a eu lieu au niveau local, c'est que certaines institutions ont régulé les quantités pour les salles d'opération et pour les unités Covid. Mais après, pour les restes, pour les autres services, ils ont dû mettre des quotas et des limiter la quantité de pays qu'ils distribuent, car il n'y en a pas suffisamment. Vous savez, vous avez tout sur votre bureau, tous vos EPI, et vous les preniez, vous alliez en salle d'opération. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Vous devez aller chercher, vous rendre dans un bureau spécifique pour collecter vos EPI parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut réguler le nombre que l'on en distribue. Et dans un domaine spécifique de l'hôpital,
on doit rationaliser l'utilisation de ces EPI et vérifier dans quelle unité la personne travaille pour savoir combien de pays on doit lui donner. Nous allons maintenant passer à la session suivante. Nous allons maintenant aborder la question des formations et des protocoles. Quels protocoles ont été introduits? Comment est-ce que ça a fonctionné? Nous aurons 3 orateurs qui vont s'exprimer. Chacun aura 3 minutes et nous allons commencer avec Nina Capocici. Merci, Dr. Sipora. Je suis Nina Capocici et je suis responsable de programme dans la zone d'Afrique francophone. Sur cette question, je voudrais donner un peu de contexte. En plein milieu de la crise, en tant que représentante d'une ONG, ce que j'ai dû faire, c'est fournir des EPI et reporter des opérations non nécessaires pour pouvoir mobiliser les ressources et faire face aux besoins dans les hôpitaux. L'un des protocoles qui a été mis en place et qu'on a fourni aux hôpitaux, c'était les protocoles pour mettre et enlever les EPI. Et ça a été distribué dans tous les hôpitaux. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les EPI eux-mêmes. On a beaucoup parlé du rationnement, de l'utilisation rationalisée des ressources limitées et de cette question des réutilisations. Donc, toutes les informations ont été disséminées auprès de nos partenaires pour les aider à faire face aux besoins. On a également fourni des outils complémentaires, mais pour que ça puisse être utilisé face à la pandémie, c'était difficile. Les ressources de Lifebox se concentraient sur l'identification des symptômes, identifier les patients qui avaient vraiment besoin d'oxygène. Et donc, en plus des formations et des protocoles, on donne aussi des processus d'identification, de diagnostic, sans négliger bien sûr l'importance d'un des articles qu'on a publié, qui se concentrait sur l'anesthésie obstétricale en Afrique subsaharienne. Et la mise en place de listes de vérification était très utile à nos partenaires. Dans ce cas, on fournit également des formations et c'est un outil très important et très utile parce qu'il était vraiment fondé sur la communication dans l'équipe. Ça n'était pas lié à des ressources concrètes comme les EPI, c'était vraiment sur la manière de travailler ensemble au sein d'une équipe pour le bien des patients. D'autres formations ont suivi, mais on a aussi fourni beaucoup de conseils, de recommandations pour que les praticiens puissent s'aligner sur les protocoles adoptés par les gouvernements dans les pays concernés. Quand on parle de formation, il faut qu'on considère aussi l'uniformité de l'application et de l'utilisation des EPI. Une des solutions qu'on a dû considérer avec soin, en plus des formations, c'est de continuer à aider nos partenaires face à ces pénuries de pays. Donc, on a dû aider nos partenaires à localiser des fournisseurs de pays au niveau local, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à ces ressources et les utiliser correctement et qu'ils puissent appliquer les protocoles. Je vais devoir vous interrompre. On reviendra à vous pendant la séance de questions-réponses. Alors, nous allons donner la parole à Moubarak maintenant. Rebonjour, je suis Moubarak. Je suis de Somalie et je suis un infirmier anesthésiste. Les formations et les protocoles ont été très utiles et très importants. Nous avons, avant la pandémie, il y avait un comité de gestion sur ces procédures. C'était moi qui gérais cela. Et on a dû adopter des nouveaux protocoles de vérification pour les blocs opératoires en cas de contamination soupçonnée. On a
également utiliser les ressources et les formations développées par Livebox et avoir ces ressources et ces outils et ces protocoles a été vraiment très bénéfique dans l'intérêt des patients, qu'ils soient positifs ou non au virus. Voilà ce que je voulais dire, le bénéfice de ces ressources. Merci. Merci, Susanna. Bonjour à tous à nouveau. Donc, au Salvador, le premier protocole que nous avons mis en place était l'annulation des opérations électives, en particulier parce qu'il fallait nous concentrer sur les patients contaminés et puis il fallait aussi éviter les contaminations. Ensuite, nous avons commencé à travailler, nous avons eu des formations sur l'utilisation des EPI, comment l'enfiler, l'enlever. Il y a eu beaucoup d'entraînement et c'était certainement différent. L'expérience a changé d'un hôpital à l'autre. Ça dépend en fait des personnes qui travaillent dans chaque unité, dans chaque hôpital. D'abord, il fallait avoir des EPI avec lesquels s'entraîner et nous nous sommes beaucoup entraînés pendant 1 ou 2 semaines jusqu'à ce qu'on puisse se sentir à l'aise avec l'équipement et la pratique. Mais dans d'autres hôpitaux, ça n'a pas été possible. Après cela, nous avons dû reprendre presque de zéro en août ou septembre. Nous avons dû travailler à nouveau avec ces opérations qui avaient été reportées puisque les patients avaient déjà attendu un moment. Et nous avons eu des cas de patients dont l'état de santé s'aggravait parce qu'il était vraiment temps de les opérer. Donc, il a fallu adopter des nouveaux protocoles pour traiter des patients contaminés ou non. Nos collègues au ministère de la Santé ont contribué à ces protocoles. Et après cela, nous avons travaillé sur des protocoles concentrés sur l'examination et le diagnostic des patients qui attendaient une opération. Et nous avons trouvé qu'environ 40% des enfants dans l'hôpital pédiatrique où je travaille donc un peu plus de 40% ont testé positif. Ils étaient asymptomatiques, mais ça nous a mis la puce à l'oreille et ça nous a en fait rappelé l'importance de faire très attention parce que comme ils sont asymptomatiques, ils peuvent contaminer l'équipe médicale. Nous devons travailler cependant avec cette réalité au quotidien et nous essayons, comme je l'ai dit, de mettre à jour régulièrement les protocoles sur l'usage des EPI parce que maintenant, certains des spécialistes qui travaillent dans les blocs opératoires n'ont pas forcément besoin de certains EPI légalement. Cependant, ce sont les anesthésistes qui en ont le plus besoin. Ils doivent vraiment avoir, donc les anesthésistes, ceux qui intubent, doivent vraiment avoir le meilleur EPI possible. Et on travaille avec ces données, mais la pandémie a vraiment un impact significatif parce que tout s'arrête, comme je l'ai dit. Et beaucoup de patients ont des complications qui découlent de cette maladie et ils ont vraiment besoin d'être soignés, hospitalisés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Alors, désolée, Susanna, je dois vous interrompre. Je suis désolée, je dois vous interrompre parce qu'il y a un programme chargé. Je voudrais demander aux autres membres du panel si vous avez quelque chose à ajouter quant au protocole et formations pour améliorer la sécurité. Oui, si je peux faire un commentaire en termes d'impact de formation. Ce qu'on a observé, c'est que il y a eu des positifs et des négatifs. Des positifs,
c'est que beaucoup de nos partenaires se sentaient plus en sécurité, étaient confiants dans les protocoles qu'on leur a fournis et étaient confiants qu'ils pouvaient travailler, notamment en anesthésie, de manière sûre. Il y a eu un déclin noté des contaminations pour ceux qui appliquaient ces protocoles et qui utilisaient ces outils, ceux qui se sentaient donc plus en sécurité. Et enfin, même si il y a eu un déclin dans les contaminations, nous n'avons pas vraiment les données scientifiques pour le démontrer. Ce qui est vrai pour tous les partenaires, pour tous les membres du personnel, c'est qu'ils ont été inondés d'informations au point de ne plus savoir à quel sens se vouer ou quel protocole suivre. Et ça, c'est peut-être une leçon à retenir, c'est qu'il faut qu'on avait entre 56 et 59% de personnes qui ont reçu des formations pour des protocoles de travail avec COVID-19. Cependant, combien l'ont appliqué? Eh bien, 56% n'ont pas appliqué ces protocoles. Donc, il y a eu beaucoup de formations. Cependant, la mise en place n'a pas forcément suivi. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'informations. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que les ressources fournies à nos partenaires doivent être spécifiques. La formation doit être ciblée. Il faut éviter l'inondation d'informations et fournir par contre des informations spécifiques, ciblées et précises. Voilà quelques exemples de leçons que nous pouvons tirer de cette situation. Merci. Merci, Titi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Les membres du panel? Puis-je intervenir? Oui. Au Zimbabwe, la division entre soins intensifs et anesthésie, donc, qui se fait autour des consultants gouvernementaux, des consultants dans le domaine universitaire. En fait, cette division a été abolie. Ils se sont retrouvés pour se mettre d'accord sur un protocole et des recommandations quant à ce qui doit être fait. Essentiellement parce que il fallait qu'ils absorbent cette information. Ils n'avaient pas forcément le temps. On n'avait pas encore eu beaucoup de cas. Et les quelques cas qui avaient été très localisés, très limités. Donc, ce qui a été fait, c'est vraiment des essais, de l'entraînement. Et en fait, en testant les différents modèles, on a pu développer un protocole sûr qui a ensuite été distribué à tout le personnel soignant, des anesthésistes, des chirurgiens, des infirmiers. Et ce protocole a été à atteindre tous les personnels hospitaliers nécessaires progressivement. Cependant, la deuxième vague de virus a interrompu cette transmission de la formation. Et du coup, tout le monde n'a pas eu suffisamment de formation pour faire face à ces difficultés et à ce contexte. Y a-t-il des questions dans le public? N'hésitez pas, prenez la parole. Je voudrais vous informer aussi que certaines questions mises dans le chat ont été traitées par les orateurs, mais si vous voulez poser d'autres questions ou prendre la parole, n'hésitez pas à allumer votre micro pour ce faire. Susanna, est-ce que vous vouliez ajouter un commentaire? Votre micro est éteint. Excusez-moi. Eh bien, pour réagir à ce qu'a dit Nina sur la quantité d'informations et la difficulté qu'il y avait à traiter toute cette information, je suis d'accord. Parce qu'on a été inondé d'informations et on ne peut pas tout assimiler, on ne peut pas tout
assimilé, alors que en même temps, il faut identifier ce qui est un bon protocole, ce qui n'est pas bon, euh, et ce qui vraiment était à adopter, à suivre, et ce qui était à éviter. C'était vraiment délicat. Je pense cependant que on doit retirer les leçons de cela. Ce qu'on fait maintenant, ce webinaire, ce genre de panel, s'inscrit dans cette réflexion parce qu'avant la pandémie, on se disait non, c'est pas possible. Il faut qu'on aille en Afrique ou en Asie ou sur d'autres continents pour avoir une réunion en présentiel, mais nous savons avec cette pandémie que nous pouvons partager les informations et les bonnes pratiques sans avoir à quitter nos pays et donc en restant là où nous travaillons. Ça veut dire que pour la première fois, on peut vraiment lire les articles scientifiques, très importants, avoir accès à ces données scientifiques, qu'elles étaient publiées, que ce partage d'informations, de données scientifiques a été fait il y a 2 jours ou 2 semaines, et ça, cet accès mondial aux données scientifiques était vraiment fondamental. Y a-t-il un dernier commentaire, une dernière question de la part du public? Bien. Nous allons passer à la question de la sécurité. Et au début de cette pandémie n'est pas du tout où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, il se pose la question de à quel point on se sent en sécurité lorsque l'on travaille dans des soins aujourd'hui par rapport au début de la pandémie. Je vais donc demander à Dr Chifamba, Noti, de parler en première sur cette question. Merci Zipi. Oui, au début, je pense que nous avions tous peur. Je me souviens, je faisais partie de la formation, de la division qui a créé la formation sur la Covid-19 et je me souviens de Maître Didi. Je discutais avec l'un des formateurs et il me disait mais je ne crois pas que je peux le faire. Je ne me sens pas capable de le faire. Et aujourd'hui, il est un des meilleurs dans le domaine. Il est là, il est présent. Et c'est un des meilleurs médecins dans le domaine. Et même moi-même, je suis passée de la peur à la confiance en moi dans ce domaine par rapport à mon rôle à jouer. Ça vient de la formation, mais également du fait de prendre du recul. Au début, c'est très compliqué, mais après, ça devient plus facile parce qu'on met en place des méthodes. Oui, on peut se faire infecter, c'est possible. On risque de l'attraper, certes. Donc, c'est toujours ça. Donc, on a toujours ça dans un coin de l'esprit, c'est évident. Mais à chaque fois, vous vous posez la question de... Vous ne vous dites pas à chaque fois, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que l'acte que je suis en train de faire est en sécurité? Est-ce que je mets quelqu'un en danger, etc. Non, on ne se dit pas à chaque fois. Je me dis juste, est-ce que je fais les bons gestes? Mais j'essaie de dire, en tant que formatrice, j'essaie de dire, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous corriger pour vous guider vers les bons gestes? Je pense qu'on a plus confiance aujourd'hui. Et on a de plus en plus d'opérations. Je regardais les données par rapport à l'une des salles d'op. En début mars, les chiffres ont véritablement chuté au niveau du nombre d'opérations effectuées. Mais
en juin, ont remonté à tel point qu'aujourd'hui, on opère plus que l'on opérait en janvier 2020. Et je pense que c'est grâce à la formation qu'on a reçue, l'utilisation des EPI de manière sécurisée, etc. Et en particulier, l'utilisation des EPI en salle d'opération. Je trouve que la présence de la formation dans les hôpitaux est vraiment extrêmement utile et ils sont devenus nos alliés maintenant. J'essaye dans la mesure du possible de ne pas réutiliser les EPI. Et je pense que pour ce faire, il faut de l'argent, mais ce n'est pas facile de trouver l'argent nécessaire. Mais je trouve qu'on reçoit pas mal d'aide de la part de nos partenaires, notamment dans la famille des Nations Unies. Pardon, Noti, mais je vous coupe à nouveau. Mais j'avais fini. Merci. Reshma, peut-être que vous pouvez nous donner votre expérience également. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport au début de la pandémie, au niveau de la sécurité? Qu'est-ce que vous sentez qui a évolué, qui a changé? Oui, merci. Au début de la pandémie de Covid-19, il y avait énormément d'incertitudes et de peur. Mais au fur et à mesure que l'on avançait et que l'on prenait conscience de l'organisation, que l'on comprenait l'organisation, qu'il y avait une meilleure organisation des hôpitaux, les choses sont devenues plus faciles. Par exemple, c'était plus facile d'organiser un transport pour un patient ou qu'on avait mis en place des espaces de quarantaine. Tout cela était plus simple au niveau logistique. Et donc, le fait qu'il y ait cette organisation autour nous permettait, nous, de mieux prendre en charge nos patients. C'était plus facile. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est la nouvelle normalité. Pour moi, je ne ressens pas vraiment de différence par rapport à avant. Avant la pandémie, j'ai juste pris l'habitude de travailler avec un N95 sur le visage constamment, mais c'est comme ça qu'on travaille maintenant, c'est comme ça que je le ressens. Et les hôpitaux vraiment font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire sentir en sécurité. Et le fait d'avoir reçu beaucoup de formations au sein de notre hôpital aussi nous a énormément aidés. Moi, c'est la perception générale que j'ai et que la plupart des soignants ont au sein de mon hôpital. La formation que nous avons reçue sur l'utilisation des EPI nous a beaucoup aidé après le manque que nous avons eu, le cruel manque que nous avons eu au début. Je pense que 80% des soignants de notre hôpital sont vaccinés également. Donc, je pense que les gens se sentent de plus en plus en sécurité. Nous avons de moins en moins peur d'être infectés et d'ensuite infecter nos proches en travaillant à l'hôpital. Beaucoup d'entre nous ont des membres de leur famille qui sont âgés, dont ils prennent soin. Et donc, on avait peur de leur transmettre le virus. Et ça, c'était vraiment une période difficile de ne pas pouvoir voir nos proches qui étaient plus âgés, de peur de leur transmettre le virus. Mais je pense que cela a changé aujourd'hui et que l'on revient plus à la normale, en tout cas en Inde. Au niveau des recommandations, je dirais que je pense qu'il ne faut pas que l'on baisse notre garde, il faut qu'on reste sur nos gardes parce que nous ne sommes pas encore sortis du bois
il y a encore du travail à faire, surtout avec la variante sud-africaine. Donc, il faut que l'on fasse vraiment très attention. Il faut qu'on continue à nous renseigner, à apprendre sur ce virus. Parce que c'est vrai que ce virus était nouveau pour nous tous. On a tous appris. Il faut qu'on continue à apprendre. C'est très important. Et que l'on utilise tout ce qui est à notre disposition. Je suis désolée, Rashma, je vais devoir vous couper. Merci beaucoup. Oui, j'espère que nous allons gérer la question de la quarantaine et pouvoir prendre soin de nos patients le mieux possible et prendre soin de nous-mêmes aussi, parce que si nous prenons soin de nous-mêmes, alors nous pourrons prendre soin des autres. Merci beaucoup, Reshma. Je suis désolée. J'essaye de garder tout le monde dans le temps imparti. Donc, on va passer à Moubarak et comment il ressent la question de la sécurité et qu'est-ce qu'il fait pour se sentir en sécurité aujourd'hui. Oui, alors Moubarak, donc, quand la pandémie a commencé, tout le monde était inquiet. On était anxieux parce qu'on n'avait pas de formation pour savoir comment traiter les patients en limitant les risques de contamination. De plus, il y avait un manque d'informations sur les pratiques anesthésiques en particulier. Il n'était pas évident aussi d'avoir assez d'informations dans les bons centres, d'avoir assez d'équipements de protection, etc. Mais après avoir suivi un certain nombre de webinaires sur la prévention de la contamination, sur la gestion des patients et sur la liste de vérification chirurgicale, je dois admettre que je me suis sentie plus en sécurité, plus confiant que je pouvais aider les patients sans prendre de risques et sans les sans les exposer au risque. Parce que j'étais mieux informée sur les modes de transmission, les risques, et il y a une formation liée au leadership et ciblant les praticiens opératoires. Je suis plus en confiance. Cependant, il reste encore un élément de crainte, bien sûr, mais ça va beaucoup mieux. Merci. Merci, Moubarak. Je suis sûre que nous avons tous vécu cette sorte de transition dans nos sentiments en termes de sécurité sur le lieu du travail entre le début de la pandémie et là où nous nous trouvons actuellement. Comme l'a dit Reshma, nous avons en quelque sorte adopté de nouvelles manières de travailler. Donc, c'était intéressant d'avoir cette discussion sur votre ressenti entre le début de la pandémie et aujourd'hui, et nous voudrions inviter d'autres membres du public à partager leur expérience. Oui, Nicole, vous voulez prendre la parole? Je voudrais entendre, si possible, ce que nos autres membres du panel ont à dire. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'avoir accès aux vaccins, aux EPI. Peut-être que Nina ou Susanna ont des commentaires plus pertinents que les miens. Merci, Nicole. La sécurité, du point de vue de mon organisation, n'était pas évidente parce qu'on se préoccupe aussi des patients. Même si, via mon organisation, je n'étais pas nécessairement en contact direct avec les patients, j'étais en contact avec les équipes médicales. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est comprendre les notions de sécurité. Il fallait que les opérations soient sûres.
et que nous puissions les aider de manière sûre. Donc, il a fallu que nous soyons formés nous-mêmes en tant que formateurs à ces protocoles et à ces mesures de sécurité pour comprendre les concepts, les bases pour maintenir cette sécurité sanitaire. Et ça nous a poussé à nous poser la question de la redéfinition de la sécurité, à la manière dont on traite les protocoles à suivre, comment on aborde la sécurité. On fait la même chose. On n'a pas changé quoi que ce soit. Cependant, on a renforcé l'importance et la nécessité d'observer les protocoles existants. Donc, en tant qu'organisation, euh, on était déterminés à soutenir nos partenaires encore plus et à renforcer l'observation de ces protocoles. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de formations sur la sécurité, notamment la sécurité anesthésie. Nous avions déjà mis l'accent sur cette sécurité avant la pandémie, donc nous nous concentrons sur le renforcement des bonnes pratiques. Le deuxième point, comme a dit Rashma, c'est que c'est une forme de nouvelle normalité et nous devons nous y habituer. Et il nous faut trouver les bonnes manières de continuer à travailler de manière sûre. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Je pense que ça se ressent quand on communique avec nos partenaires, ils sont plus apaisés. Au début, on avait des coups de téléphone qui nous disaient, mais comment vais-je faire? Comment vais-je survivre? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et avec SmileTrain, on a pu fournir des consignes, des recommandations qui ont soutenu les équipes médicales. Et on s'est rendu compte aussi que leur santé mentale était menacée et qu'on a essayé de soutenir cela. Donc, je pense que le sentiment de sécurité est plus fort. Ils savent quoi faire, ils savent comment s'y prendre, ils ont les outils et ils savent comment nous contacter quand il y a des problèmes. Merci Nina. Je suis désolée de devoir vous interrompre. Susanna, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce sentiment de sécurité? Oui, merci. Comme tout le monde, je pense que beaucoup d'entre nous ont paniqué au début de la pandémie. Cependant, nous travaillons encore et nous nous sentons plus en sécurité. Nous savons comment utiliser les EPI et il y a un sentiment de sécurité accru. Cependant, nous savons que cette pandémie n'est pas sur le point de s'arrêter. Peut-être que ça prendra 1 an, 2 ans. Il faudra tout ce temps pour revenir à la normalité ou à une nouvelle forme de normalité. Donc, pour l'instant, nous travaillons pratiquement avec les mêmes patients qu'on traitait auparavant, avant la pandémie, disons. Donc, il y a des opérations programmées qui ont lieu et les patients se sentent aussi plus rassurés. Mais la dimension psychologique est très importante parce que beaucoup de collègues, beaucoup de personnel médical ont perdu des membres de leur famille. Ils doivent vivre avec cela tout en continuant à travailler. Et on nous demande, mais qu'en est-il des patients? Et je pense que les patients sont terrifiés. Dans nos cas, c'est vrai, les parents des enfants sont profondément inquiets. Ils hésitent à amener leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils savent que à l'hôpital, ils pourraient être exposés à la maladie, pourraient être contaminés. Et du coup, beaucoup ne veulent pas venir à l'hôpital. Il a fallu rétablir cette confiance et leur montrer qu'ils pourraient être en sécurité. Et pour ça, on explique qu'on utilise tous ces protocoles, toutes les ressources qui sont disponibles pour
montrer que l'enfant ne sera pas contaminé en venant à l'hôpital. C'est notre responsabilité. Les patients peuvent nous contaminer, nous pouvons les contaminer, mais nous devons être conscients, nous devons être conscients de cette responsabilité, mais rassurer aussi les familles. Une dernière question. Intervention avec un mauvais son. Est-ce que quelqu'un pourrait réagir à cette question qui a été présentée dans le chat? Que pensez-vous de ce point? L'interprète n'a pas pu entendre correctement. Pensez-vous qu'en termes de sécurité, est-ce que on devrait être préoccupé? Qu'en pensez-vous? Vous êtes tous invités à prendre la parole et à réagir. Alors, Noti, comme je l'ai dit, nous avons deux principaux hôpitaux qui sont à peu près à 10 km de différence. Dans un des hôpitaux, on a installé un secteur Covid et une salle d'op a été équipée d'une pression négative, mais à mesure que le temps a progressé, on a réalisé que ça ne fonctionnait pas ou qu'il y avait besoin de réparation. Et en fait, progressivement, à mesure qu'on a pris confiance, on a commencé à travailler à l'hôpital dans des zones où il n'y a pas de pression négative. Cependant, quand on est dans un hôpital ancien, certaines des salles d'opération sont mal ventilées. Et il y a toujours ce risque et c'est toujours présent à notre esprit parce qu'on a eu un mini cluster dans deux équipes qui ont travaillé dans deux salles d'opération différentes. Et donc, du coup, on a toujours ce souci à l'esprit. Dans l'hôpital en question, il y avait un patient qui avait besoin d'une césarienne. Et ça n'a pas été aisé de convaincre cette patiente. Et c'est si on peut diriger les patients en programmant la césarienne, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut, on croise les doigts en espérant qu'il n'y ait pas d'autres clusters. Mais on en a déjà eu deux autour de deux salles d'opération. Et donc, ce souci, il est toujours présent à notre esprit. La question de la désinfection, du nettoyage de la salle d'op après une opération est importante. C'est quand le nettoyage a été fait, il faut qu'on attende un moment avant de pouvoir amener le patient suivant. Et c'est pas toujours évident quand il s'agit de césarienne, surtout si c'est une césarienne en urgence. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup. Je viens du Nigeria et je travaille dans le nord du pays. Pendant cette pandémie, nous avons fait face à beaucoup de défis. Et quand on parle de sécurité, nous, les chirurgiens, nous sommes inquiets pour notre propre sécurité. Nous ne traitons plus nos patients qui étaient prévus sur le programme opératoire. Ce ne sont que de la chirurgie traumatique et les cas Covid. Parce que nous ne voulons pas traiter les clients où il y a besoin de donner des aérosols. Nous avons trop peur des aérosols. Je vous donne un exemple d'un patient qui avait une tumeur. Et lorsqu'on a voulu faire le scanner pour ce patient, on a
fait le test pour le Covid et on s'est rendu compte qu'il était porteur de la Covid-19. Et donc, heureusement qu'on avait fait le test parce qu'on voulait faire une opération qui aurait généré des aérosols. Et on ne savait pas qu'il avait de la Covid. Donc, à chaque fois que l'on veut faire une opération qui va générer des aérosols, nous faisons très, très attention. Et nous tentons de nous protéger le mieux possible. La plupart du temps, nous n'avons pas de pays pour nous protéger. Et il y a eu même des moments où nous avons dû fermer complètement pendant plus d'une semaine. Parce que tout le monde était positif à la Covid. On a dû faire tester beaucoup de gens et on a dû fermer la salle d'opération à cause de cela. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée, mais nous allons devoir couper court à cette discussion très intéressante. Nous aimerions que vous écriviez un +1 sur le chat afin que l'on puisse compter le nombre de personnes qui ont eu accès au vaccin. Donc, si vous avez été vacciné, est-ce que vous pourriez écrire +1 dans le chat? Je pense que de nombreux d'entre nous ont eu accès au vaccin, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc, merci beaucoup aux orateurs d'avoir partagé leurs expériences. Et merci à vous tous pour vous être connectés, avoir écouté ce webinaire, car ce webinaire ne serait rien sans public. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire va être disponible en anglais, en français et en espagnol. Et nous allons également envoyer un email à toutes les personnes qui auront été présents. Je veux rappeler notre solidarité envers l'ensemble du personnel soignant à travers le monde, dans le monde entier, au-delà des frontières. Je pense que ce que la Covid nous a apporté, c'est que nous sommes plus proches les uns des autres. Aujourd'hui, nous nous serrons plus les coudes en tant que personnel soignant et je pense que ceci est une bonne chose. Je pense qu'à la dernière minute, on a perdu notre Dr Gatouya, notre hôtesse du jour. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci Nicole, merci d'avoir conclu. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.